Je suis Jules Lemou, rédacteur au quotidien national Togo Presse. Ma préoccupation va porter sur le projet de décret relatif au mécanisme de gestion carbone. Qu'est-ce qu'on peut comprendre concrètement de ce mécanisme et qu'est-ce qu'on peut avoir comme changement dans le quotidien des bénéficiaires? Il faut repartir du contexte relativement au mécanisme de gestion du carbone. Et le contexte, c'est d'abord le protocole de Kyoto et plus récemment donc l'accord de Paris. Ces deux conventions nous permettent ou attirent l'attention sur la nécessité d'agir pour protéger le climat au regard du réchauffement climatique qui s'accélère et qui est à l'origine d'un certain nombre de catastrophes naturelles qui assaillent le monde. Et une fois que le contexte est posé, que le constat est réalisé, les États ont convenu d'agir pour réduire le niveau de température et pour pouvoir atteindre les objectifs qui ont été fixés, un certain nombre de mécanismes ont été proposés, dont le mécanisme de gestion du carbone. Alors, le mécanisme de gestion du carbone est un mécanisme incitatif. Il consiste simplement à inciter les États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ou alors à séquestrer le carbone. Et pour pouvoir y arriver, il faut développer des projets environnementaux. On peut citer un exemple, on peut élever une forêt et en fonction de la taille de la forêt, de la densité de la forêt, il y a des calculs qui sont opérés pour déterminer le niveau de carbone qui est séquestré. Et ce niveau de carbone est monétisable, c'est-à-dire qu'il peut être évalué en tonnes et transformé simplement en de la monnaie. Donc, le mécanisme vise à créer le cadre de cette monétisation, l'organe qui doit gérer cette monétisation et inciter, créer les conditions pour que les différents projets qui peuvent permettre de séquestrer de carbone, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, que ces projets puissent prospérer dans notre pays. Quels changements on peut sentir? Les changements sont évidents. D'abord, on a le cadre juridique que nous n'avions pas, ce qui nous empêchait de pouvoir nous positionner de façon efficace sur le marché du carbone. Avec ce texte, nous allons pouvoir encadrer la production, la gestion, le stockage, l'évaluation de nos émissions afin de pouvoir les monétiser plus facilement. Nous pouvons également identifier et accompagner les projets qui vont dans le sens de la séquestration et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Germain Doubidi du média en ligne Interface Presse. Tout à l'heure, dans la lecture du communiqué du Conseil des ministres, vous avez évoqué l'examen de l'avant-projet de décret relatif justement au fonctionnement et puis aux attributions du mécanisme national pour la dividende démographique, c'est vrai. Vous avez défini le concept de dividende démographique, mais nous voulons que vous reveniez justement sur la définition du concept. Le dividende démographique, je suis d'accord avec vous, est une notion qui n'est pas simple d'accès ou n'est pas aisée à comprendre, mais on peut l'expliquer. En réalité, le dividende démographique, c'est un peu la conséquence et la cause mises ensemble. La conséquence, c'est le dividende et la cause, c'est la démographie. Et pour expliquer plus simplement, lorsqu'on parle de dividende démographique, il faut se figurer tout simplement une population. Et dans cette population, on a la part des non-actifs ou des personnes dépendantes, c'est-à-dire moins de 20 ans, plus de 65 ans. On a la part des personnes dépendantes et la part des personnes actives. Et le dividende est tiré de ce que la part des personnes actives est plus importante que la part des personnes dépendantes. Et vous comprenez entre les lignes que si vous avez une part de personnes actives plus élevée qu'une part de personnes dépendantes, les personnes actives peuvent financer la dépendance des personnes non actives. Et pour atteindre ce dividende-là, il y a des préalables. Mais une fois que vous avez atteint ce dividende-là également,
il y a vous avez atteint ce ratio, il y a un dividende. Et le dividende, c'est d'abord la capacité de cette part de population à travailler pour produire, la capacité à investir, la capacité à consommer et la capacité à créer de l'épargne. Et tous ces éléments doivent permettre ou faciliter le développement d'un pays. Donc, le dividende démographique, peut-être pour dire les choses simplement, c'est ce bénéfice que l'on va tirer de ce que les investissements antérieurs en matière de santé, en matière d'éducation, etc., de fécondité, ont permis à un État d'augmenter sa part de population active, on va dire au détriment de la part de population dépendante, et d'en tirer le meilleur profit. Pourquoi c'est maintenant que le gouvernement prend l'option de mettre en place l'Observatoire national du dividende démographique? Alors, le gouvernement met en place l'Observatoire national du dividende démographique à la suite d'un certain nombre d'actions qui avaient d'ores et déjà été posées. Le gouvernement travaillait avec certaines institutions pour pouvoir identifier non seulement ce dividende et l'exploiter, mais c'est justement pour affiner, améliorer l'identification de ce dividende et accompagner les politiques publiques qu'un observatoire qui sera désormais dédié exclusivement à la détermination de ce dividende a été mis en place. Lorsqu'il n'y avait pas justement l'observatoire, qu'est-ce qui se faisait? Nous avions par exemple l'INSEE qui donnait ou qui proposait des données que l'on pouvait utiliser. Il y avait des études ici et là qui étaient proposées par des chercheurs sur la place. Des institutions comme des ministères pouvaient commander des études sectorielles. Aujourd'hui, avec l'Observatoire, on a un outil qui va nous permettre de centraliser cette recherche d'informations autour du dividende démographique et gagner en efficacité dans les politiques publiques. Herman Adadé, rédacteur en chef au niveau de la télévision en ligne -7. Alors, ma préoccupation va se porter sur le mécanisme national d'alerte précoce de réponse aux risques sécuritaires. D'abord, j'ai cru attendre tout à l'heure, vous avez parlé d'actualisation de ce mécanisme-là. Alors, est-ce à dire qu'il y a des failles par rapport à l'ancien mécanisme qui existait vis-à-vis des défis de l'heure? L'actualisation du mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires vise simplement à opérer une mise à jour. Vous le savez, les risques sécuritaires, notamment, sont multiformes et ce sont des risques qui évoluent en fonction simplement du développement et de l'évolution démographique. Ces risques étant en mutation permanente, le gouvernement a à cœur de conserver une certaine vigilance relativement à ces risques et améliorer corrélativement ces différents mécanismes. Donc aujourd'hui, où des mécanismes existent sur plusieurs plans, et ces mécanismes doivent s'adapter aux nouveaux risques, aux risques qui mutent régulièrement, pour être plus près de ces risques-là et apporter des solutions idoines aux populations. Oui, dans le concret, comment va-t-il fonctionner ce mécanisme? Alors, on peut citer rapidement des risques nouveaux. Le terrorisme n'était pas un risque qui était contenu dans notre champ d'études auparavant. L'extrémisme violent non plus. Donc aujourd'hui, on a des risques comme ceux-là. À partir de ce moment-là, et au terme d'un certain nombre d'études, il a été identifié des actions à mener pour améliorer le mécanisme. Une action consiste par exemple à impliquer de plus en plus les populations dans l'identification du risque et dans l'apport des premières solutions pour endiguer le risque. L'association ou la dimension participative de l'alerte est désormais au cœur du mécanisme. Donc on le voit bien concrètement, il y a une évolution dans l'approche. Dans ce fonctionnement-là, est-ce qu'il y a des particularités vis-à-vis des zones ou des différentes localités de notre pays? Alors, la doctrine, elle est unitaire, mais effectivement, dans son application, elle s'adapte aux réalités des différentes zones. Évidemment, les risques que nous avons dans le plateau ouest ne sont pas les mêmes que nous aurons dans la maritime ou alors dans la région de la Kara. Donc, en fonction des zones, la doctrine s'adapte, mais les concepts principaux restent les mêmes. Si on décide d'être un peu plus près de la population dans une démarche participative,
en fonction du niveau d'exposition de la population, le discours et les outils à utiliser vont s'adapter. Je veux maintenant aborder le cas de la carte scolaire. Vous avez bien sûr présenté ce qui va se faire. Je voudrais savoir quelles sont aujourd'hui, au vu de ce qui se fait, vous avez parlé de phase pilote, quelles sont les zones qui présentent aujourd'hui plus de défis à relever? Lesquels de ces défis concrètement? Il existe une carte scolaire dans notre pays et c'est cette carte scolaire qui a fait l'objet d'études pour identifier justement les points d'amélioration, les forces évidemment et la projection que l'on peut avoir sur l'avenir. De façon immédiate, en termes de défis aujourd'hui, sur la carte scolaire, ce ne sont pas des zones qui doivent être ciblées parce que tout notre territoire est couvert par le ministère des enseignements primaires et secondaires. Les défis vont concerner des secteurs précis, les jardins d'enfants et l'école primaire. Les défis résident sur ces deux secteurs-là, notamment en termes d'infrastructures et en termes de personnel enseignant. Les plus gros défis sont plus sur ces secteurs. Le Conseil a écouté la communication sur la campagne de reboisement 2022. Le test a avancé des chiffres. Avec ces chiffres, on se demande si les objectifs sont atteints tels qu'ils étaient fixés. Alors, la communication du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières montre effectivement qu'il y a eu une évolution en termes de résultats obtenus quant au reboisement dans notre pays. On l'a vu en 2022, il y avait un objectif qui a été fixé. Cet objectif a été atteint et dépassé. Et en 2023, il y a eu un accroissement dans l'engagement de nos populations à participer au reboisement. Vous savez, on ne peut pas être satisfait à 100%, on ne peut pas se gargariser de ces résultats, puisqu'on le sait, l'objectif de notre pays est un objectif à plus long terme. Un objectif qui consiste à refaire tout son couvert végétal et son couvert forestier parce que, justement, les dividendes à tirer de cette restauration forestière sont très importants. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Conseil n'a pas manqué, d'abord de féliciter les différents acteurs pour leur engagement et de les encourager à ne pas baisser les bras et à continuer à planter, à surveiller les plants et à les aider à grandir. Là, actuellement, la saison des pluies a démarré dans certaines zones, dans la région des plateaux, par exemple, dans la région de l'Akara aussi, il me semble qu'il y a eu quelques pluies. La campagne de reboisement a déjà démarré. La campagne de reboisement a déjà démarré puisque la doctrine togolaise a changé. Le reboisement, c'est sur toute l'année. La date clé de lancement officiel, c'est le 1er juin, mais le reboisement reste de mise tous les jours de la semaine. Il est loisible de savoir que de 2018 à 2022, le port est toujours dynamique. Mais mon souci, c'est que dans la sous-région ouest africaine, justement, il y a quand même des ports qui emboîtent le pas au Togo par rapport aux ports en eau profonde. Je voudrais savoir, au niveau du gouvernement, est-ce que les dispositions, les réflexions sont menées pour adapter à la nouvelle donne? Sinon, nous avons des concurrents, justement, sur la côte ouest africaine. La concurrence est vive dans le secteur portuaire et le gouvernement est très lucide sur cette concurrence-là. On a la concurrence de nos voisins du Ghana, on a la concurrence de nos voisins de la Côte d'Ivoire qui ont amélioré substantiellement leurs infrastructures pour se hisser au niveau du port autonome de Lomé. Alors, une fois que l'on a fait le constat, effectivement, il faut s'interroger sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour conserver non seulement notre leadership dans le domaine, mais aussi pour améliorer la compétitivité du port autonome de Lomé. Et sur ces questions-là, il y a un certain nombre d'actions qui sont déjà en cours. On le sait, en termes d'infrastructure, nous pouvons tous arriver au même niveau d'infrastructure. Mais le gap peut être franchi au niveau des services. Et notre port travaille d'arrache-pied sur l'amélioration de la qualité du service pour attirer de plus en plus de navires chez nous. La digitalisation d'un certain nombre d'opérations est en cours qui permettrait de passer moins de temps en rade ou à quai dans notre pays et renforcer ainsi l'attractivité du port autonome de Lomé. Notre pays a conclu un accord récemment avec
Togo Terminal, un accord qui ouvre la voie à l'attraction de nouveaux investissements dans le secteur portuaire pour nous maintenir à un niveau élevé de concurrence. Il y a d'autres alternatives qui sont envisagées et d'autres qui sont en cours. Quand je pense au port sec de la PIA, ce sont autant de leviers que notre pays essaye de mettre en mouvement pour conserver sa place de leadership et pour continuer l'amélioration de notre compétitivité. Alors, Monsieur le ministre, si on jette un petit coup d'œil peut-être en Afrique et ailleurs, surtout au Maghreb, nous sommes d'accord qu'il faut parler aujourd'hui de la professionnalisation du football dans notre pays. Alors, depuis janvier dernier, le processus a été lancé. Bon, à l'heure actuelle, quel est l'état des lieux? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire pour l'effectivité même de ce que nous cherchons tous en matière de football? La question de la professionnalisation a fait l'objet d'une session de travail en janvier, comme vous le disiez, et cette session a permis d'ouvrir le débat autour de la nécessité de professionnaliser le sport dans notre pays. Alors, professionnaliser le sport, c'est un engagement, c'est une nouvelle donne qui nécessite que l'on fasse d'abord un état des lieux de l'existant, que l'on mesure aussi notre capacité à pouvoir accompagner cette professionnalisation, étant entendu que nous sommes convaincus de la nécessité de cette professionnalisation, eu égard aux bénéfices qui peuvent être tirés de la professionnalisation. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la réflexion est ouverte, elle est plutôt avancée, et le gouvernement est très à l'écoute des différentes propositions pour améliorer la réflexion en cours. Et en termes de bénéfices, on parle de l'économie sportive. Alors, de quoi il s'agit concrètement? Alors, lorsqu'on parle de l'économie sportive, on parle d'une branche de l'économie qui intéresse particulièrement le sport. Vous savez, pendant longtemps, le sport était considéré comme une activité oisive, une activité qui était laissée à des personnes aisées. Aujourd'hui, la réflexion ou la donne a changé. Le sport peut non seulement attirer des capitaux, des investissements, mais le sport peut générer aussi des revenus par la charge publicitaire qui peut accompagner le sport, par la billetterie notamment, et par les investissements qui peuvent être mis en place dans le secteur sportif. Donc tous ces éléments-là ont contribué à développer la notion de l'économie sportive. Aujourd'hui, notre réflexion va dans ce sens parce qu'on le sait, nous sommes un pays qui s'engage à moderniser son économie, et dans la voie de la modernisation de l'économie, tous les pans sont des cibles potentielles. En termes de réflexion, j'ai cru comprendre que par préfecture, maintenant, il doit y avoir un club professionnel. Mais nous savons que dans certaines préfectures, il y a des clubs professionnels. Est-ce qu'il y a des dérogations ou bien est-ce qu'il y aura des dérogations pour certaines préfectures? Je pense que c'est une hypothèse de travail et on n'en est pas encore là. On ne va pas déshabiller Paul pour habiller Pierre ou vice-versa. L'ambition, c'est d'avoir une structuration qui soit fonctionnelle, opérationnelle en termes de professionnalisation du sport. Les réflexions se poursuivent, ce sont des travaux qui sont ouverts. Les différentes options doivent être étudiées à l'aune de nos réalités, à l'aune de notre capacité à financer ce sport-là, à l'aune de ce que le secteur privé puisse s'intéresser de façon importante au sport professionnel. Ailleurs, l'État a une place marginale dans le secteur professionnel. L'État se concentre sur le développement du sport amateur parce que ce sport-là est le vivier du sport, et le secteur privé a la part léonine en ce qui concerne le sport professionnel. Une question, monsieur le ministre, si vous le permettez. Les autres fédérations ont toujours crié, ou critiqué la fédération de football d'avoir toujours pris la part belle, en tout cas en termes de subventions. Aujourd'hui, on parle encore de professionnalisation du football. Est-ce qu'on ne fait pas de jaloux pour les autres fédérations? Je veux parler surtout des fédérations de sport de main, en fait. L'on ne peut pas faire le procès de la part belle faite au football. Je ne l'ai pas inventé. Le football s'appelle le sport roi. Et que la réflexion commence par le football, c'est juste une indication. Si le football atteint un niveau de professionnalisation important qui permet de générer des ressources, de créer des emplois, évidemment que cela servira de modèle
réplicable sur les autres sports. Donc là-dessus, je pense qu'il faut avoir une approche progressive. Le football permet d'aller plus vite dans la professionnalisation. Il est sans doute légitime de commencer par là.